Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode un petit peu particulier parce que aujourd'hui j'accueille Aude Charot, qui est spécialiste Feng Shui. Alors pour commencer, Aude, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement à celles, ceux qui ne te connaissent pas encore et qui arrivent sur cet épisode? Merci Cécile pour l'accueil. Donc je suis Aude Charot. J'ai créé ma société Aude à la déco il y a quelques années en fait pour faire de l'expertise Feng Shui mon nouveau métier après plus de 20 ans dans une grosse boîte en tant que cadre financier, donc rien à voir. Et voilà, donc le Feng Shui, je suis vraiment tombée dedans. Ça m'a aidé à résoudre 10 ans d'insomnie. J'ai découvert ça en fait vraiment avec ma propre expérience si tu veux et puis j'ai trouvé ça tellement puissant que j'ai creusé le sujet et comme à cette époque-là j'étais un petit peu en perte de sens on va dire au niveau de mon job, j'ai décidé voilà, de changer complètement de chemin et d'en faire une reconversion et franchement je ne regrette pas aujourd'hui parce que le Feng Shui c'est vraiment quelque chose qui est fabuleux et qui m'anime. Ouais, bah ça se voit parce que t'en parles avec toute cette justesse, en même temps tout ce cœur. Et justement, une de mes questions, c'était qu'est-ce qui t'a touché en fait dans cette pratique au point d'en faire ton métier? Et finalement, c'est ta propre expérience, c'est ça, hein? Ouais. Alors, je pense que tu dois être comme moi avec une sensibilité particulière par rapport au lieu et aussi par rapport à tout ce qui est effectivement décoration d'intérieur, couleurs, etc. Et en fait, le Feng Shui, pour moi, ça permettait de relier un petit peu tout ça. Et tu sais, on pourrait imaginer que le Feng Shui, c'est un petit peu barré, mais pas du tout. En fait, c'est des enseignements millénaires, c'est de la métaphysique chinoise. Et parfois, en fait, les gens ne comprennent pas la profondeur des enseignements Feng Shui. Et je retrouve, si tu veux, tout le côté finalement analytique, analyse, etc., que j'aimais bien dans mes anciens métiers, tu vois. Et donc, j'ai trouvé que c'était un univers qui reliait à la fois mon côté très concret, tu vois, qui aime analyser les choses, aller en profondeur, me baser sur des enseignements profonds, et en même temps amener une part de subtil, une part énergétique. Et cette partie-là me manquait vraiment dans ma vie, tu vois, au quotidien. Et je trouve que le Feng Shui permet justement, tu vois, d'allier les deux. Donc c'est le meilleur des deux mondes pour moi. Ouais, mais ce que tu me dis là, ça me parle énormément parce que moi, c'est pareil en fait. Alors, je parle beaucoup de psychologie des couleurs, de couleurs, etc. Mais je suis une personne hyper terre à terre. Et c'est pour ça que je m'accroche beaucoup aussi aux études neuroscientifiques, etc. Et des fois, je dis sur le podcast que voilà, je suis pas complètement dingue et que c'est très concret finalement. Et en même temps, tu l'as bien vu, moi aussi, j'ai cette part de sensibilité. En fait, je suis hyper sensible. Il m'arrive très souvent, voire tous les jours, de pleurer devant ma télé. C'est ridicule, mais voilà, j'ai moi aussi ces deux choses-là en moi et qui nous permettent, je pense, de faire aussi ce travail et d'accompagner nos clients avec justesse. Enfin, j'espère en tout cas. Et j'ai une question, du coup, comment tu t'es formée pour devenir l'experte que tu es aujourd'hui? Alors au début, en fait, si tu veux, c'est grâce à une amie qui était expert Feng Shui, qui s'était formée elle. J'ai été formée au début par elle. Mais au moment où je me suis dit je vais en faire mon métier, j'avais vraiment envie d'aller à la source. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien tout comprendre, aller en profondeur, surtout si, au final, voilà, tu proposes ça, tu vois, vraiment, tu crées une société, tu fais des offres et d'accompagnement, etc. Je voulais vraiment être certaine d'apporter le plus juste et le plus pertinent à mes clients. Je suis allée me former auprès de Joe Yap. Donc, j'ai intégré les bancs de la Joe Yap Feng Shui Academy. Joe Yap, il vit en Malaisie. Je sais pas, il doit avoir plus d'1 million de followers sur sa chaîne YouTube. Il a écrit 150 bouquins, si ce n'est plus. Donc, c'est vraiment, si tu veux, une référence. Par contre, c'est vrai que merci mon ancienne vie parce que ça m'a permis d'être bilingue en anglais. Et c'est grâce à mon niveau d'anglais que je peux suivre, parce que je fais toujours partie de l'académie de Joe Yap, que je peux suivre ses enseignements parce que je ne parle pas chinois, mais je parle anglais. Donc ça m'aide. Ouais, ok, c'est super.
Mais c'est impressionnant parce qu'en fait, je comprends complètement ce que tu dis là et en fait, pouvoir te former auprès des références, enfin, pour moi, c'est aussi hyper important en fait pour déjà pour enrichir vraiment notre pratique, pour développer tous ces apprentissages et pour vraiment pas faire ça un peu par-dessus la jambe et être vraiment carré finalement. Enfin voilà, je comprends. C'est chouette. Et tu sais, en France, en fait, il y a différents feng shui. Il y a beaucoup de feng shui qui circulent et les gens ont du mal, en fait, si tu veux, à faire la différence. Et parfois, j'ai des gens qui me contactent et on leur a dit n'importe quoi. C'est-à-dire que, tu vois, on parle de feng shui new age, de feng shui moderne, de feng shui humaniste, de feng shui des couleurs, enfin bref, de bracelet feng shui, de déco feng shui, etc. Sans comprendre, tu vois, que le feng shui, c'est bien plus large que ça. Et moi, j'avais vraiment envie, si tu veux, de pouvoir, quand je donne des recommandations à mes clients, de pouvoir me baser sur quelque chose de solide, si tu veux. Je veux pas de folklore. Moi, ça me correspond pas, tu vois. Je veux pas leur dire de faire des choses que moi-même j'estime peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Non, ça c'était pas possible pour moi, si tu veux. Comme déjà c'est quelque chose qui est subtil et où on parle d'énergie qui ne se voit pas, tu vois. Donc pour moi, c'était très important d'ancrer ça dans quelque chose de plus pertinent et débarrassé de folklore. Le feng shui, si tu veux, occidental, pour moi, il est très édulcoré et, euh, et, euh, et c'est pas les mêmes enseignements, si tu veux. Donc pour moi, c'était vraiment très important de choisir le feng shui le plus traditionnel. Voilà. Ok. Bah alors justement, ça m'amène à ma prochaine question. Si tu devais expliquer le feng shui à quelqu'un qui n'y connaît rien, tu dirais quoi? Écoute, moi j'ai, si tu veux bien, deux analogies qui en général parlent pas mal à ceux qui ne comprennent pas ce que c'est. La première analogie, c'est de dire que le feng shui, c'est comme l'acupuncture, mais l'acupuncture de l'habitat. Tu vois. En gros, voilà, l'acupuncture, tu sais, on a des méridiens, des flux d'énergie dans notre corps, et avec les aiguilles, si tu veux, l'acupuncteur, il va réajuster ces flux. Eh bien, imagine qu'il y a des méridiens aussi, des flux d'énergie dans l'environnement, dans nos maisons, dans nos appartements. Moi, j'ai pas d'aiguille, mais grâce à certains ajustements, grâce à la matière, grâce aussi à la couleur, je peux, si tu veux, ajuster ces flux d'énergie. Il y a des flux d'énergie qui sont très positifs et donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Et puis d'autres qui sont un petit peu moins sympas et où on parle de remèdes, tu vois, on vient un petit peu corriger tout ça. Donc ça, pour moi, c'est la première analogie. Tu vas retenir que c'est l'acupuncture de l'habitat. Ok. Et après, pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est le chi, ce qu'est justement cette énergie, ces flux d'énergie, moi je dis que c'est vraiment comme un Wi-Fi. Tu vois, quand tu es en mode avion, tu vois pas le Wi-Fi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. On est d'accord? Mhm. Tu enlèves le mode avion, tu le vois. Mais il te faut un code pour te connecter à ce Wi-Fi. Tu vois? Eh bien pour moi, le Feng Shui nous donne le code pour nous connecter justement au meilleur des flux d'énergie. Tu vois, il nous traduit, il nous permet de nous connecter à ça. Ok. Ouais, c'est super intéressant et en effet, c'est plus clair. C'est plus clair et finalement, c'est un petit peu comme si... alors, bon, tu vas me dire peut-être que je vais dire des bêtises, mais finalement, c'est un peu comme si tu avais le mode d'emploi d'une maison pour l'utiliser le mieux possible. C'est ça. En fait, si tu veux, ce qu'il faut imaginer, euh, encore une troisième analogie, c'est que la maison, elle a une carte énergétique. Tu vois, on a des outils, donc notamment le bagua, pour définir la carte énergétique de la maison. Et en fait, si tu veux, pour moi, une fois que j'ai cette carte, j'ai mes grilles de lecture. Tu sais, c'est plus du tout invisible. En fait, pour moi, les flux ne sont pas invisibles, si tu veux. Je Ouais. sais ensuite les décoder. Et du coup, voilà, je peux orienter et essayer de profiter des meilleures énergies. C'est parce que, voilà, une fois que j'ai cette grille, moi, je peux dérouler mon analyse, si tu veux. Le livre est ouvert, en fait, les énergies de la maison. Ok. Ouais, ok, c'est plus clair. Et il y a quelque chose qui te semble encore mal compris dans le feng shui aujourd'hui, notamment en France, hein, parce qu'on travaille toutes les deux en France principalement. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui, tu vois, qui est mal
compris, mal expliqué et qui permet pas aux gens de s'en saisir vraiment? Un petit peu, ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, sur des feng shui qui sont un peu édulcorés, par exemple, et où tu vois, par exemple, là, on va parler peut-être de la couleur aujourd'hui, notamment Bien des liens sûr. entre couleur et feng shui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en feng shui traditionnel, tu vois, évidemment, il y a 4000 ans, t'imagines bien que la couleur dans nos intérieurs, elle n'avait pas du tout la même place qu'aujourd'hui, tu vois. Et donc, tu as des experts feng shui très 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 tradis qui vont te dire mais la couleur on la gère pas en feng shui, c'est pas dans les enseignements traditionnels. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, le feng shui, il évolue dans le temps. Il est spatio-temporel. Et c'est ça qui est peut-être pas assez bien compris justement, c'est que tu sais que cette expression l'air du temps, elle est hyper pertinente en feng shui parce que en Chine, si tu veux, le cycle du temps, on n'est pas du tout comme dans les cours d'histoire, tu sais, avec une frise et un temps qui est linéaire, tu sais, où on mettait les différentes dates, tu vois, ces frises dans les classes. En feng shui, c'est pas du tout ça. Le temps, il est cyclique, ce qui fait qu'on a des périodes et puis ça revient, tu vois, au fur et à mesure. Et donc, ça nous permet vraiment d'être dans l'air du temps. Et ce côté spatio-temporel, il existe vraiment en feng shui traditionnel, mais il n'existe pas si on gère que mets une pagode et une grenouille là, et puis peins ton mur en rouge, tu vois. C'est la Ouais. profondeur qui pour moi est mal comprise. Voilà, et puis il y a le paysage aussi. On ne fait pas du feng shui sans regarder aussi comment tu sais que le chi qui entre chez toi, il est vibrant. On va regarder ce qui est autour. Tu vois, il y a peut-être des choses autour de l'appartement, autour de la maison. Ça caractérise la qualité du chi aussi, tu vois. Ouais, d'accord. Mais c'est un petit peu aussi ce que je dis parfois dans le podcast ou à mes clientes, c'est finalement, c'est ok de mettre une couleur aujourd'hui et c'est ok de plus en vouloir dans 6 mois ou dans 3 ans, parce qu'on évolue en fait, c'est tout change, tout bouge et c'est normal et voilà, ça fait partie aussi de l'évolution. Et ce que je dis des fois, c'est que vous vous habillez pas comme vous vous habilliez il y a 10 ans. Donc en fait, Non. c'est ok, on peut changer de couleur, on peut changer de déco, enfin, sentons-nous libres. Enfin, pour moi, c'est ça le message aussi, de faire ce qu'on veut chez soi et surtout d'en profiter pleinement en fait. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as un exemple concret qui montre un avant-après dans la perception d'une pièce? Enfin, est-ce que c'est aussi palpable ou ça peut être chez toi par exemple ou chez un client? Est-ce que tu as déjà vu une grosse différence? Alors, justement, l'histoire des avant-après. Tu vois, parfois, on me dit, je fais des avant-après. Donc, avant de ne me consacrer qu'au feng shui, si tu veux, je faisais aussi de la décoration d'intérieur. Et en fait, voilà, le feng shui m'anime tellement que maintenant, si je fais de la déco, c'est feng shui. Et en fait, l'histoire des avant-après, parfois, c'est très très subtil. Donc tu vois, on va changer un lit ou un bureau d'orientation. On va le placer différemment. Donc là, le avant-après, si tu veux, il n'est pas flagrant. On va peut-être changer des symboliques qu'on va mettre sur des tableaux ou des choses comme ça. Là, c'est pareil. Tu vois, quelqu'un qui n'est pas avisé pourrait dire, ouais, on a juste mis un tableau, un nouveau tableau au mur, tu vois. Euh, à moins d'y aller vraiment en profondeur, les avant-après peuvent être très subtils. Chez moi, c'est pas subtil parce que je suis allée à fond. Et donc, par exemple, tu vois, mon séjour, il est en zone sud. J'ai un mur rouge. Mon séjour, il est rouge, si tu veux. Après, bien sûr, pour équilibrer le yin, le yang, le reste de la pièce, on est dans des teintes plus yin. Et je vais apporter du bois pour alimenter mon feu, par exemple. Donc, c'est plutôt du vert sauge, tu vois. Voilà. Donc, en fait, oui, tu ressens. Tu as des avant-après que tu peux visualiser avec 2 images si tu es vraiment utilisé effectivement les couleurs liées aux 5 éléments. Mais il y a surtout, ce qu'on ressent le plus, c'est l'énergie. Et ça se décrit pas, tu vois. Hmm. C'est en fait quand on fait une maison en feng shui, on élève son taux vibratoire. Et ce taux vibratoire élevé t'aide aussi, toi, comme on est en résonance, à élever le tien. Et c'est ça qui fait tous les bénéfices du feng shui en fait. Mais complètement, en fait, c'est une affaire de ressenti, donc ça se voit pas forcément. Les clients chez eux le ressentent, mais voilà, c'est difficile à décrire finalement. Ok. Et bon, on va entrer un petit peu plus dans le concret en fait du feng shui parce que tu nous dis déjà des petites choses par-ci par-là. On entend beaucoup parler du bagua justement.
Mais c'est quoi exactement? Le bagua, si tu veux, pour simplifier, c'est un camembert à 8 portions. D'accord? Donc les portions, elles se créent comment? En fait, en Feng Shui traditionnel, il y a plusieurs informations qui sont extrêmement importantes, et notamment l'orientation de la maison ou du bâtiment. Et quand je parle d'orientation, je prends vraiment une boussole et je définis l'orientation par rapport au nord magnétique. D'accord? Et en fonction de ça, je pose une grille sur le plan de la maison et je sais où est le nord, où est le sud, où est le nord-ouest, où est le sud-ouest, etc. Tu vois, donc on a les 4 cardinaux, points cardinaux, et on a les 4 semi-cardinaux. C'est pour ça qu'on a 8 zones dans le bagua. Ça, c'est la façon, je dirais, la plus traditionnelle de découper l'habitat. Et ensuite, en fonction des pièces qui se retrouvent dans chaque zone, on va avoir un petit peu, si tu veux, la feuille de route déco, si on peut le simplifier comme ça. C'est-à-dire que chaque zone du bagua est liée à un trigramme, et chaque trigramme est lié à un élément chinois. Il y a 5 éléments chinois. Tu as le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et en fait, chaque trigramme est relié à un élément. Et c'est ça, en fait, qui nous fait faire le pont, si tu veux, entre l'élément et ensuite sa couleur. Ok, ouais, super, super intéressant. En fait, j'allais te demander comment on l'utilise, mais bon, t'as parfaitement répondu à la question. Et c'est drôle parce que moi aussi, j'utilise toujours une boussole, en fait, dans mes accompagnements pour vérifier l'exposition d'une pièce. Alors là, c'est plutôt pour l'influence de la lumière sur les couleurs. Mais finalement, on fait toujours des choses hyper concrètes quand même pour apporter des choses un peu moins perceptibles. Donc c'est intéressant. Euh, et pour comprendre un petit peu mieux, est-ce que tu as un exemple d'un espace où le bagua il va changer la compréhension de la pièce, c'est-à-dire où tu le poses et peut-être que tu te rends compte que finalement une pièce elle n'est pas du tout utilisée de la manière dont elle le devrait. Je sais pas si c'est tout à fait ça, mais je pense que tu as compris ma question. Ouais, en fait, si tu veux, déjà l'ambiance. L'ambiance de la pièce, l'ambiance couleur notamment, ou matière, ça va dépendre effectivement de là où se trouve la pièce par rapport au bagua. Donc par exemple, tu vois, tout ce qui est au sud-est et à l'est, c'est lié à l'élément bois. Donc l'élément bois en Feng Shui, c'est quoi? Donc c'est évidemment l'élément bois, donc les plantes vertes, un parquet en chêne massif, un meuble en bois, etc. Mais ça peut être aussi donc justement lié aux couleurs bois, et les couleurs bois en Feng Shui, c'est toutes les nuances de vert, tu vois, mais vraiment du vert sauge au vert sapin, et toutes les nuances de marron, du lin beige au marron chocolat. Tu vois, c'est vraiment en gros voilà tout ce qui est relié au bois. Donc effectivement, moi je vois beaucoup d'espaces où pour être neutre en déco, on met tout en blanc ou tout en beige. Bon, alors si effectivement on est en sud-est et à l'est et que tous les murs sont beiges, on nourrit l'élément bois, ça va. Mais si on est en blanc par exemple, le blanc c'est du métal. Et dans les cycles, puisque les éléments chinois, si tu veux, ils interagissent les uns avec les autres, et on sait que le métal coupe le bois. Donc en fait, quand on a une pièce toute blanche en est et en sud-est, non seulement on nourrit pas l'élément bois, mais en plus on lui fait un petit peu du mal, si tu veux. Donc ouais. Il y a déjà ça, si tu veux, qui en termes de vibration, d'énergie, n'est pas OK. Et puis après, tu as aussi l'équilibre yin-yang des pièces, où tu as des pièces, si tu veux, par rapport à l'usage. Une chambre, par exemple, elle n'est pas censée être yang, tu vois. Une chambre, c'est yin, il faut du repos, tu vois. Donc ça va être plutôt ces déséquilibres à la fois en termes de couleur et de matière, qui ne correspondent pas à la zone du bagua, et en termes effectivement de destination. La pièce, elle n'a pas la bonne destination, c'est-à-dire elle n'a pas la bonne couleur, le bon équilibre yin-yang. Oui, je vois complètement. En fait, il faudrait toujours vérifier quand on arrive dans une maison et qu'on décide de quoi mettre dans une pièce qu'on fait précisément. Et alors attends, parce que j'ai une question de coloriste là. Parce que tu dis que du coup, pour l'élément bois, toutes les nuances de vert, donc du vert sauge au vert sapin, tu as dit, étaient reliées à l'élément bois. Comment tu fais avec les couleurs qui
qui sont un mélange de deux couleurs finalement. Par exemple, le vert bleu. Il y a énormément de nuances de vert bleu, énormément de nuances de vert jaune, et parfois même quand on regarde un vert, on se dit bah c'est un vert, alors qu'en fait non, c'est soit un vert jaune, soit un vert bleu. Alors, très très bonne question, mais tu vois, quand c'est un vert bleu, c'est formidable. Tu sais pourquoi? Parce que l'eau, elle alimente le bois, t'es d'accord? Ouais. Et l'eau en feng shui est reliée au bleu. Donc quand on a un bleu-vert en est et en sud-est, encore une fois, non seulement on a du bois, mais on a de l'eau qui nourrit notre bois. Donc en fait là c'est parfait. Là où ça pose problème en fait, c'est quand dans les teintes de la couleur, si tu veux, on a finalement deux éléments qui ne sont pas très copains. Tu vois. Et moi en fait, je dis à mes clients déjà de regarder bien la couleur à la lumière du jour et souvent je trouve que le nom, par exemple tu regardes un pot de peinture, tu hésites entre deux tonalités, je ne sais pas si toi aussi tu fais comme ça, mais je leur dis de regarder le nom, parce que souvent le nom, des fois toi tu vois un taupe, mais le nom c'est gris, je sais pas quoi, tu vois, et là tu dis ok, en fait il y a moins de marron que de gris finalement dans cette teinte, tu vois, je trouve que le nom de la peinture souvent te permet de voir les pigments, ce qui va ressortir, parce que pareil, quand il fait sombre, on a une couleur qui ressort, quand c'est plein soleil, il y en a une autre. Donc je fais très attention, tu vois, voilà, effectivement, de ne pas venir finalement mettre une teinte, la teinte qui va ressortir le plus, qu'elle soit en contradiction avec le bagua. Tout à fait. Ouais, mais ok, mais complètement. Moi, ce que j'adore faire, c'est regarder la composition précise d'une couleur en termes de pourcentage. Là, c'est un vert bleu, mais on a 30% de bleu et 70% de vert. Et ça, c'est hyper précis pour moi et j'adore travailler de cette manière-là. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'adore faire avec des amis ou en réunion ou quand j'ai une présentation, une conférence, ce genre de choses. En fait, je montre des échantillons et je dis d'après vous, quelle est cette couleur? Et j'adore montrer les jaunes foncés parce qu'on dirait des verts et tout le monde se plante à chaque fois. Ok. Alors, bon, puisqu'on en parle un petit peu, là, j'aimerais bien aller en profondeur. Est-ce que tu peux nous présenter les 5 éléments chinois, rapidement, hein, et leur rôle? Alors, on a le bois, on en a parlé. Donc, tu vois, le bois, c'est vraiment ce qui est lié à la croissance. Hein, c'est très imagé, le feng shui et la métaphysique chinoise, j'allais dire en général, parce qu'on l'utilise ici tout ça, on l'utilise aussi en médecine chinoise, hein, les 5 éléments. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'avec ces images, c'est assez facile, tu vois, de se représenter finalement les caractéristiques des matières. Donc le bois, tu vois, c'est plus lié à la croissance. La terre, on a la terre qui est liée plus à la stabilité, à des choses un petit peu immuables. Tu vois, une montagne, ça ne bouge pas des masses. Ensuite, on a l'eau. Donc l'eau, c'est la fluidité, donc c'est aussi les émotions, c'est aussi les voyages, c'est aussi la sagesse. Tu vois, tout ça, c'est lié à l'élément eau. Ensuite, on a le métal. Le métal, c'est la rigueur, la précision. C'est mon ancien métier. C'est tout ce qui est finance, etc., les règles, les procédures et tout. Le feu, c'est la vitalité, la joie, tu vois. Mais il y a aussi un côté un peu instable dans le feu. Le feu, ça peut réchauffer, mais ça peut brûler. Donc, tu vois, il y a cette espèce de dichotomie qui existe. Et puis, est-ce que je les ai tous faits? Bois, feu, eau, Ouais, métal, je crois. terre. Voilà, c'est ça. Mm. Ok. Et du coup, j'allais te poser la question, mais je crois que tu y as répondu. On va voir si j'ai bien compris. Comment tu identifies quel élément est dominant dans une pièce? C'est grâce au bagua, en fait. C'est grâce au bagua. Et c'est pas aussi binaire que ça, si tu veux. Par exemple, l'ouest et le nord-ouest, par exemple, sont liés à l'élément métal. Okay, mais tu vas pas faire... Donc le métal en feng shui, c'est toutes les nuances de gris, et le blanc, et le doré, et l'argenté. D'accord? Tu vas pas faire une pièce toute blanche ou toute grise. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser aussi le cycle de production des 5 éléments. Dans le cycle de production, qu'est-ce qui produit le métal? Qu'est-ce qui nourrit le métal? C'est la terre. Et donc, on va avoir en feng shui des associations où, par exemple, on va mettre la couleur terre avec le gris. Donc, la couleur terre, ça va être du jaune, du orange, du ocre, du terracotta,
tu vois. En fait, nous, on va combiner les couleurs aussi en fonction de ça, du cycle de production, tu vois. Comme tout à l'heure, on a mis de l'eau dans notre bois parce que l'eau nourrit le bois. Donc on peut très bien, tu vois, avoir du bleu avec du beige ou du vert, tu vois. Ok, ça marche. Mais alors, tu parles beaucoup de couleurs, parce qu'en même temps, on est sur un podcast sur les C'est ça. couleurs. Mais il y a d'autres choses aussi qui permettent du coup de renforcer ou de rééquilibrer, j'imagine, que les couleurs. Oui, alors déjà, si tu veux, on n'a pas parlé d'agencement, mais il y a des règles aussi précises, si tu veux, pour que la circulation du chi se fasse au mieux. Il y a beaucoup de choses qui sont finalement liées au bon sens, tu vois, quand on a un petit peu une vision de l'espace qui est cohérente, si tu veux, on ne va pas mettre des choses qui bloquent le passage, etc. etc. Donc j'allais dire que toute la partie agencement, il y a des choses qui sont intuitives, tu vois. Après, il y a des règles comme la règle de la position de pouvoir, par exemple pour me placer un bureau ou même un lit. Tu as aussi des règles qui vont faire le pont, si tu veux, entre ce qu'on aura observé à l'extérieur et ce qu'on peut faire à l'intérieur pour éventuellement compenser des choses qui manqueraient à l'extérieur. On a aussi l'école Basaï, où là, ça dépend de ta date de naissance, figure-toi. Et donc, en fonction de ta date de naissance, tu as un trigramme qui te représente. Et ce trigramme me donne des zones et des orientations qui sont plus favorables. Et donc, pour moi, en fait, ça me permet, par exemple, tu vois, un appartement de 3 chambres avec 4 enfants et un couple, et où on met 2 enfants par chambre, je peux en fait aider à répartir la fratrie de façon la plus harmonieuse. Et ça va dépendre effectivement de la zone du bagua et aussi de comment on peut orienter les lits dans la pièce pour que les personnes qui dorment là, en fait, elles soient vraiment dans les meilleures énergies. Donc tu vois, il y a tout un aspect agencement, trigramme personnel qui vient ajouter une dimension supplémentaire. Et puis tu as la dernière dimension où là on est vraiment sur les méridiens justement dont je parlais tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle les étoiles volantes en Feng Shui. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est vraiment la carte d'identité énergétique profonde. Et pour profiter de ces étoiles volantes, on va là utiliser pas forcément les couleurs, mais beaucoup plus les matières. Donc on va parler de vrai métal, de terre, de feu, tu vois, on va apporter la vraie matière et la couleur ne suffit pas pour gérer cette partie-là, tu vois. Ouais, d'accord. Je comprends complètement. Et est-ce qu'il peut y avoir trop d'un élément? Parce que j'imagine que parfois tu arrives chez tes clients et en fait tu te rends compte que finalement, assez rapidement, par exemple, je dis n'importe quoi, mais il y a trop de bois dans une pièce. Et du coup, il faut aller rééquilibrer ça en fait, ou renforcer éventuellement. C'est tout ton job finalement, hein. C'est ça. Et en fait, tu as tout à fait raison. Alors, tu vois un peu... alors, ça tend à changer un petit peu, mais il y a quelques années, quand on voyait les magazines de déco ou qu'on se baladait dans les magasins de déco, on avait toujours les mêmes teintes, toujours les mêmes tons. Donc, beaucoup de blanc, beaucoup de beige, beaucoup de grège, beaucoup de taupe, tu vois, on tournait autour de ces trucs-là. Et en fait, les personnes qui ont tout aménagé comme ça pour pas faire d'erreur, pour pas choisir la mauvaise couleur, elles ont soit trop de métal, soit trop de bois. Tu vois, et même Ouais. si le bois est une jolie matière, trop de bois, c'est pas bon en fait, tu vois. Puis des fois, ce bois, il n'est pas nourri, et puis des fois, ce bois, il est dans des zones où il ne convient pas du tout. Par exemple, tu vois, dans les zones terre, ça ne convient pas, puisque le bois, tu sais que des cultures, ça appauvrit la terre, tu es d'accord? Souvent, des fois, on est Ouais. obligé de mettre les champs en jachère, c'est difficile à dire, pour aller refaire reposer la terre. Et bien en Feng Shui, c'est ça, si tu veux, si tu mets du bois dans la terre la terre s'épuise. Donc imagine effectivement, si tu as un appartement avec que ces, que ces trucs, tu vois, de bois, d'osier, etc., du verre, sauge et encore, si c'est pas du beige ou du lin, Mm. eh bien, tu n'as plus d'ancrage en fait. Il va te manquer il va te manquer de la terre, il va te manquer du feu. On est en complet déséquilibre si tu veux. Et en plus, on est aussi en déséquilibre yin-yang. Parce que souvent, ces habitats-là sont trop yin. Tu vois, on est Ouais. trop dans le pastel, on est trop dans quelque chose de trop doux finalement. Mais c'est ça, en fait, finalement, on se rend compte, enfin, bon, moi je m'en doutais un petit peu, mais ces appartements ou ces maisons
blanc, bois, beige, c'est pas du tout... ça nous nourrit pas, en fait. Non. Et il y a quelque chose que je dis aussi de temps en temps, c'est que finalement, pour être bien, pour être équilibré quand même, l'idéal, c'est de pouvoir être en contact, alors pas forcément chez soi, hein, mais être en contact d'un maximum de couleurs au cours de la journée. Est-ce que toi, tu dirais la même chose à propos de ces éléments finalement? Ah mais oui, parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, je vais aller au-delà de la couleur, je vais dire au contact des éléments, tu vois. Et comme chaque élément a une caractéristique, bah, tu vois, si tu es un peu triste, etc., tu as besoin de joie. Donc, va trouver du feu quelque part. Donc, tu vois, ça peut être te mettre un peu au soleil, mettre ton visage au soleil pendant ta pause déjeuner. Ça peut être mettre une robe rouge ce jour-là, tu vois, pour avoir un peu plus de gaieté et de joie. Ouais, je crois que on résonne profondément et je veux dire, la psychologie des couleurs, c'est vraiment ça. On réagit aux longueurs d'onde et donc c'est comme des petits médicaments. Pour moi, la couleur, c'est vraiment facile en fait d'essayer avec la couleur de donner, d'équilibrer un petit peu même ses émotions, tu vois, je suis sûre. Mais complètement. Et puis, en plus, tout ça, c'est très souvent inconscient et en général, on fait l'inverse. C'est-à-dire que quand on se sent un petit peu triste, eh ben, on va porter du bleu ou du noir. Et ça va renforcer, en fait, cet état. Et c'est terrible à savoir. Donc oui, écoutez le conseil merveilleux d'Aude. Si vous vous sentez un peu triste, allez au soleil, trouvez du feu, portez du jaune, du rouge, ces couleurs qui font du bien et qui amènent cette joie. Donc, ouais, complètement. Euh, alors là, c'est une question, je sais pas du tout ce que tu vas pouvoir me répondre. Tu vas me dire, est-ce que toi, quand tu entres dans une pièce qui est déséquilibrée, tu le ressens physiquement? Alors, je le ressens physiquement. Alors, petite chose. Déjà, ce qu'il faut savoir, si tu veux, c'est que on ne fait pas du feng shui qui n'est pas sollicité. C'est-à-dire que si tu m'invites à prendre un café chez toi et que je rentre chez toi et que je vois quelque chose où je me dis ça, je, je ne me permettrai pas de te dire ah, faudrait que tu enlèves ce truc, c'est pas feng shui, etc. Ça ne fonctionne pas, d'accord. Après, effectivement, moi, ce que je vais ressentir, c'est les vibrations. À force de faire du feng shui, je suis aussi formée aux soins énergétiques, je fais du nettoyage de lieux, tu vois, donc toute cette sensibilité aux énergies, si tu veux, c'est aussi un entraînement, hein, tout le monde est capable, hein, c'est pas un don reçu à la naissance, d'accord. C'est quelque chose qu'on travaille. Et donc cette sensibilité aux énergies des lieux, forcément, ça me rend un petit peu perméable, ça donne une acuité, si tu veux, aux sensations. C'est des choses que tout le monde a déjà ressenties, je suis sûre, même quand on n'est pas dans les couleurs, dans la déco, etc. De rentrer dans une pièce, tu sais, puis tu sais pas pourquoi. Parfois tu sais pourquoi. Voilà, il fait sombre, ça sent pas bon, etc. Là, ok, tu te sens pas bien, mais tu sais pourquoi. Mais parfois, en fait, tu es dans une pièce, puis il y a quelque chose qui ne va pas, tu sais pas dire quoi. C'est une sensation, tu vois. Et ben cette sensation-là, qui là pour le coup peut être négative, moi je la ressens aussi quand c'est positif. Tu vois, les lieux qui vibrent haut, je te dis pas, tu vois, mes cheveux, ben, quand je rentre dans une église ou une mosquée, c'est pareil. Je sens les vibrations, tu vois, du lieu. Je sens que c'est un lieu qui vibre haut. Et ça, en fait, bah, chez les uns, chez les autres, effectivement, on apprend, si tu veux, à se connecter aux énergies. Et c'est pour ça, si tu veux, que pour moi, je peux te dire clairement qu'une maison qui est travaillée en feng shui avec les couleurs, les matières qui vont bien, ça vibre haut, ça vibre vraiment haut. Ouais, mais c'est sûr. C'est sûr, et puis c'est pareil, plus tu mets des couleurs fortes et plus tu sens aussi cette énergie en fait quand tu rentres dans la pièce. Donc oui, je comprends complètement. Alors j'avais d'autres questions un peu plus sur les éléments, les matières, les couleurs, mais finalement on y répond petit à petit et c'est super chouette. Euh, Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples quand une pièce qui manque de bois, comment tu fais? Bah, finalement t'en ajoutes, t'ajoutes du vert, t'ajoutes du marron. Et pour les matières, c'est aussi du bois, j'imagine, des Oui. plantes. Des plantes, ça peut être bah, des meubles en bois, ça peut être aussi tout ce qui est, par exemple, un tapis en laine, tu vois, ou en coton. Ça peut être de l'osier, ça peut être du liège,
tu vois, tout ce qui est vraiment relié à l'élément bois. Ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que les éléments sont liés à des formes. Donc par exemple, tu vois, le rectangle, imagine, je sais pas, un tronc d'arbre, tu vois, ou une latte de parquet, bon, ça aussi c'est du bois. Tu vois, Ouais, par exemple, le métal, c'est la forme ronde. L'eau, c'est tout ce qui va être ondulé. Le feu, c'est le triangle. Tu vois, du coup, ça nous permet aussi de faire le lien avec des formes, parce que parfois c'est un petit peu compliqué, tu vois, d'ajouter du feu, par exemple, dans un appartement. Moi, j'ai la chance d'avoir ma cheminée dans ma zone sud, donc c'est top, elle est vraiment reliée au feu. Mais par exemple, tu vois, j'ai des petites tables de salon, elles sont triangulaires, donc bien sûr au bord arrondi, tu vois, on aime bien les courbes en feng shui. Mais tu vois, imagine ces tables qui sont en triangle avec juste trois pieds, bah, tu vois, ça aussi, ça représente l'élément feu. Et comme elles sont en bois, bah, j'amène aussi du bois qui va nourrir mon feu. Tu vois, on ouais. essaye de jouer, il y a vraiment plein d'axes. Moi, je dis toujours, c'est un peu un millefeuille, le feng shui. C'est parce que j'ai été blogueuse culinaire pendant 20 ans, donc forcément, si tu veux, j'ai des références à la cuisine. Ou alors c'est des lasagnes, si tu préfères le salé. Mais Oui. voilà, tu vois, t'as plein de couches et on gère les matières, les couleurs, les formes pour justement équilibrer. Et puis, pour pouvoir faire des compromis aussi. Parce que tu imagines bien que quand on fait appel à moi, on n'est pas toujours en train de construire sa maison ou en train de rénover complètement sa maison. Tu vois, parfois on parle d'une pièce ou, où les gens viennent vers le feng shui pour répondre à une problématique, un manque de sommeil, bébé qui dort pas, un manque de concentration. Je fais des bureaux ou des locaux professionnels aussi. Ça peut être le chiffre d'affaires qui décolle pas, ou etc. Et en fait, ben, tu peux pas tout faire. On imagine, tu vois, dans les locaux pro, tu peux pas tout peindre en rouge, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un Ouais. équilibre à trouver entre le marketing, le milieu, les codes euh, de la profession, par exemple, et ce que tu peux apporter en couleur et en matière. Et donc, et c'est ça qui fait que le métier d'expert feng shui est génial, c'est qu'il n'y a Ouais. rien qui se ressemble. T'as pas un espace qui se ressemble. Je suppose que pour toi, c'est pareil. Ouais, Voilà. absolument. Mais complètement. Et puis là, je rebondis sur ce que tu disais à propos des bureaux en rouge. On peut pas tout repeindre en rouge, mais il y a aussi euh, l'idée que les couleurs, surtout les couleurs fortes, les couleurs très saturées, elles peuvent générer aussi des effets négatifs et notamment du stress avec le rouge. Donc, bah, évidemment, il y a des choses à prendre en compte et il faut équilibrer plein de choses. Finalement, alors c'est hyper logique ce que tu dis parce que je comprends tout et en même temps, ça me semble vraiment, tu vois, enfin, le bois, le vert, le marron, enfin, je trouve que c'est hyper logique et concret et moi j'adore ça, mon esprit adore ça. Alors, attends, on va faire un petit jeu. Si une pièce est trop feu, par exemple, ma question c'était comment on apaise. J'imagine qu'on met évidemment l'élément eau. Donc finalement, du bleu éventuellement, et puis bon, les formes, je sais pas, mais... Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Déjà, si tu veux, elle est trop feu, ok, mais où elle se situe par rapport au bagua, cette pièce, Hmm. tu vois. Si on est par exemple en sud-ouest ou en nord-est, ce sont des zones qui sont reliées à l'élémentaire. C'est le feu qui nourrit la terre. Donc finalement, on va apporter un peu de terre, parce que la terre va et nourrir mon secteur et contrôler mon feu. En fait, au Feng Shui, on n'aime pas les clashs, on n'aime pas les fights. Donc pour réduire le feu, on va plutôt, tu vois, jeter de la terre sur les flammes plutôt que venir arroser. Tu vois ce que je veux Hmm. dire? Ouais, je On vois. n'aime pas le clash direct. Donc on va plutôt utiliser ce qu'on appelle le cycle de contrôle des 5 éléments chinois et on va venir, tu vois, voilà, équilibrer ce feu avec de la terre plutôt. Ouais, Tu et vois? on en revient à cette histoire de couche, encore une Exactement. fois. Ouais, c'est super intéressant. Bon, je peux pas devenir expert Feng Shui demain. Euh, Est-ce qu'il y a des couleurs interdites en Feng Shui? Non. Non. Il y a des si on veut être puriste, il y a des couleurs interdites dans certaines zones du bagua. Voilà. Ok. C'est-à-dire qu'on évite d'apporter dans une zone l'élément qui détruit l'élément de la zone. Tu vois. On va éviter du métal dans la zone bois. On va éviter de l'eau
dans la zone feu. On va, tu vois, éviter du bois dans la zone terre. On Ok. évite, voilà. Mais globalement, non, tout est permis. Même le noir et le blanc, qui ne sont pas des couleurs, sont utilisés en Feng Shui. Ouais, bien sûr. Et puis dans les intérieurs et dans plein de choses. J'ai une petite question qui me vient, qui n'était pas vraiment prévue, mais qu'est-ce que tu penses de ChatGPT? Parce que ChatGPT, il est aujourd'hui évidemment énormément nourri par beaucoup d'informations. Et, euh, et bon, moi j'ai mon petit avis sur la psychologie des couleurs, les couleurs en général, mais je me dis que c'est quand même aujourd'hui assez facile d'aller sur ChatGPT, d'envoyer son plan et de poser un bagua et de dire bon bah voilà, je suis née tel jour, qu'est-ce qu'il me faut dans quelle pièce, enfin, mais je sais que tu en penses quelque chose, alors raconte-moi. J'ai essayé, hein. Déjà, si tu veux rien que pour, par exemple, créer mes contenus. Je suis experte Feng Shui, je suis sur les réseaux, je fais comme tout le monde mes petits carousels Instagram, etc., mes vidéos YouTube et tout. Tu peux être sûr qu'une fois sur deux, il se trompe de Feng Shui. C'est-à-dire qu'il est sur un Feng Shui qui est édulcoré, qui est New Age, euh, et du coup, il dit n'importe quoi. Et c'est pour ça, méfiez-vous, parce que vous seriez surpris. Même pour poser un bagua, en fait, la pose d'un bagua, t'imagines bien que si on a, par exemple, si ton appartement, c'est un rectangle. Bon, bah, trouver le centre d'un appartement rectangle, si tu te rappelles de ta géométrie, il faut juste faire les diagonales et c'est au croisement des diagonales, d'accord? Sauf que, et c'est ce que je fais dans ma formation au Feng Shui, moi je leur donne plein de plans qui ne sont pas rectangles. Donc il y a des plans en L, il y a des plans avec des pièces qui sont circulaires, j'ai des appartements en plein Paris, un peu comme le Flatiron Budging, qui sont triangles, tu vois? Et donc dans ce cas-là, c'est beaucoup plus compliqué de poser un bagua, parce qu'un bagua se pose sur le barycentre. Donc au centre, tu vois. Quand je te dis que je retrouvais un petit peu mes trucs de ma vie d'avant. Et donc si tu veux, là, tu lui donnes un plan en triangle à ChatGPT et tu lui demandes de te poser un bagua, ben, je pense bon courage, tu vois. Vraiment bon Ouais. courage. Déjà ça. Et puis, le Feng Shui, c'est un mélange. C'est un mélange effectivement de règles, d'enseignements, de principes, etc. Mais on ne fait pas une expertise Feng Shui juste pour faire plaisir. On le fait au service du vivant. Moi, quand je fais une expertise Feng Shui, avant, si tu veux, toutes les personnes qui habitent dans la maison, dans l'appartement, doivent remplir un questionnaire. Je veux savoir quelles sont leurs aspirations de vie. Je veux savoir quels sont leurs objectifs pour cette expertise. Pourquoi? Parce que moi, dans ma façon d'analyser le lieu, je vais faire en sorte qu'il réponde au maximum à tes aspirations parce que je veux que le Feng Shui, ça réalise tous tes rêves, tu vois. Et donc, cette partie-là qui est subtile et qui est se connecter à ce que veut ton client, à imaginer tous les agencements pour lui apporter le meilleur, ça, c'est d'homme à homme, quoi. Hein. C'est la trinité cosmique, c'est l'humanité qui apporte ça, tu vois. Par contre, il paraît que, bon, moi je ne l'utilise pas comme ça, mais j'ai une de mes clientes qui vit aux États-Unis d'ailleurs, qui utilise beaucoup de ChatGPT. Elle a reçu son rapport et c'est une fan de déco, une fan des couleurs aussi, tu vois. Et elle utilise ChatGPT pour lui donner des idées sur les sous-tons ou sur des noms de peinture justement pour avoir, comme tu disais tout à l'heure, les pourcentages de teintes et de tons, tu vois, dans la couleur. Et apparemment, elle me dit, ChatGPT m'aide beaucoup pour toute cette partie-là. Donc ça, j'y crois plus si tu veux, parce que pour moi, c'est quelque chose de plus factuel que voilà, de donner des recommandations Feng Shui qui sont liées finalement à la vie des gens qui vivent dans la maison. Ouais. Bah, ok, c'est très clair. Et par rapport à la psychologie des couleurs, ChatGPT, il est nul. Il est nul. Franchement, ne l'écoutez pas, par pitié, parce qu'il dit n'importe quoi. Parce qu'il est nourri de toutes ces informations qu'on a sur Internet, qui sont en fait pas du tout creusées, recherchées, approfondies. Et voilà, enfin, c'est un peu catastrophique. Mais bon, au moins c'est dit. Et comment tu gères quand les envies déco du client, elles contredisent un peu ce que le Feng Shui... enfin,
ce que le Feng Shui te dit qu'il faudrait suivre? Euh, Là, on touche vraiment à la partie émotionnelle. Tu sais, dans mon ancien job, on parlait de change management, c'est-à-dire de résistance aussi au changement. Tu sais, quand tu fais une nouvelle procédure, ou tu changes de locaux, tu changes de bureau, oh là là, les gens, ils n'aiment pas ça, tu vois. Mm. En Feng Shui, il y a un moment donné où on a cette résistance, si tu veux. Au départ, il y a un côté un peu tout feu, tout flamme, tu voudrais tout faire bien, etc. Et en fait, en faisant ça, tu viens bouger les énergies, tu viens bouger le taux vibratoire. Et il y a toujours un moment où ça te rattrape. Mm. Et donc, effectivement, j'ai rendu parfois des rapports, expliquer le rapport avec des gens qui disaient ah non, mais moi, j'aime pas du tout ça, mais non, je vais pas mettre de terre, non, 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 mais le jaune, je déteste, l'orange, c'est pas la peine, non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Donc, il y a une espèce de résistance au changement. Il faut laisser le temps. C'est pour ça que tu vois, mon accompagnement, il dure 12 mois. Il dure 12 mois parce que il y a des gens qui en 3 mois vont tout faire et nickel. Et puis d'autres personnes qui ont besoin de processer la chose parce que ça amène émotionnellement, tu vois, ça fait remonter des choses. Il y a des personnes qui ne sont pas biberonnées à la couleur. Tu vois, imagine si tu as Ah vécu oui. aussi, toi, dans des appartements tout blancs, etc., très, très, très flat, moi j'appelle ça flat, tu vois, euh, bah t'es simplement pas habitué. C'est too Mm. much pour toi, tu vois, d'imaginer. Donc il y a un petit processus d'adaptation, effectivement. Tu peux commencer avec des choses un peu plus pastel. Parce qu'en Feng Shui, si tu veux, c'est la teinte qui compte. C'est-à-dire que si je te parle de rose, t'es pas obligé de mettre du fuchsia. Tu vois, un rose poudré, ça reste l'élément feu, par exemple. Donc tu vois, entre le rose poudré et le rouge, on a quand même un petit monde, tu vois. Ah Mais c'est oui. l'élément feu, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc pour ces personnes-là, on va partir sur des teintes un peu plus yin, et au final, on va accessoiriser parfois, tu vois, avec des choses plus yang, tu vois. Donc au lieu d'avoir un mur rouge, on aura quelque chose de beaucoup plus yin pour le mur, mais tout d'un coup, ça va venir, on va rajouter des coussins rouges sur le canapé, ou un plaid, tu vois, ou un tableau qui va amener un peu plus la vibration de la couleur qu'on cherchait au départ. Mais tu as raison, c'est très important euh, de comprendre que bah, parfois ça frotte, quoi, tout simplement, entre ce que le Feng Shui dirait qu'il faut faire et ce qu'on a envie de faire et nos goûts aussi. Euh, Ouais. Bah, parfois, effectivement, il faut un compromis. Et moi, j'équilibre aussi toute la maison, si tu veux. Si tu veux pas de terre dans ta chambre, parce qu'elle est en zone nord-est, est-ce qu'en sud-ouest, ce qui est aussi terre, on peut mettre de la terre? Tu vois, on va essayer un peu aussi d'avoir une vision globale pour équilibrer les éléments aussi au niveau de tout l'habitat. Tu vois? Ouais, complètement. Mais oui, oui, et c'est très juste ce que tu dis. Et moi aussi, ça m'arrive d'être confrontée à ça avec des clients. Et c'est complètement normal, en fait, parce qu'on arrive avec des envies. Et puis, bon, bah, des fois, en fait, c'est pas ce qu'on avait imaginé. Moi, ce que je propose, bah, ça va à l'inverse un petit peu. Et du coup, il y a tout ce dialogue. Et puis, bon, évidemment, euh, moi, comme toi, j'imagine, je n'impose jamais rien. D'ailleurs, très souvent, au début d'un coaching, je dis, vous êtes obligé de rien du tout. Vous pouvez quitter ce rendez-vous et n'écouter rien de mes conseils. C'est complètement OK. Et puis oui, en effet, il y a ce manque d'habitude quelque part aux couleurs. En fait, on n'est pas du tout habitué à vivre dans des environnements colorés. Et du coup, quand on a envie, bah déjà, c'est un peu plus facile d'y aller, mais ça reste quand même parfois compliqué, ce qui est complètement normal. Donc voilà pourquoi on est là aussi pour accompagner à ça. Ça, c'est toute une éducation à refaire par rapport à la couleur et surtout par rapport au bienfait. Par rapport Complètement. aux bienfaits que ça nous apporte. Moi, mon plus beau, mes plus belles récompenses, si tu vois, c'est quand bah, j'ai une cliente en tête, là, son appartement parisien. Je suis rentrée dans l'appartement, j'ai vu que du beige, que du grège, que du blanc. Je me suis dit, aïe, 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 j'ai dit, tu sais, les éléments, il va falloir les nourrir un peu. Et ben, typiquement, il y a une grosse, grosse résistance au changement quand j'ai indiqué un peu les ambiances couleurs des différentes pièces.
j'ai laissé poser. Et puis au bout de quelques semaines, j'avais des petits messages. Elle était dans tel magasin de déco. Qu'est-ce que t'en penses de ce plaid-là, de cette couette-là, tu vois, de ce rideau-là? Et elle a apporté effectivement de la couleur petit à petit. Et 6 mois après, en faisant le bilan, elle disait, mais je crois que je pourrais plus revenir aujourd'hui à un appartement tout blanc, quoi. En fait, je me dirais, mais quel dommage, quel dommage. Ouais, mais c'est ce que je dis toujours. En fait, quand on a envie de mettre de la couleur mais qu'on n'ose pas, il faut y aller petit à petit. Ajouter une touche par-ci par-là et petit à petit augmenter ce que moi j'appelle le référentiel couleur, c'est-à-dire notre taux de résistance à la couleur, l'augmenter petit à petit. Et en fait, je vous assure qu'on ne peut plus s'en passer. C'est terrible. C'est comme une addiction, mais une addiction qui nous fait du bien. C'est vraiment chouette quand même. Ça fait du bien. Est-ce que tu as des retours marquants, des transformations qui t'ont touché particulièrement? Ah oui, alors par exemple, tu vois, j'ai une maman qui s'installe voilà, dans un nouvel appartement, qui me contacte, 2 filles, un petit garçon. Un petit garçon, je ne sais plus, 16 mois, 18 mois, tu vois, qui n'avait jamais, jamais fait ses nuits. Donc des parents un petit peu crevés, quand même, un petit peu fatigués. Et l'espoir quand même que le Feng Shui aide à résoudre ce problème. Je fais mon analyse, je recommande une répartition des chambres différente de ce que la maman avait imaginé avec son mari, de la résistance au changement par le mari, et la maman insiste, tu vois, en disant bah, si on va quand même tester ça. Et à peu près au bout d'une semaine, parce que c'est un petit peu ce qu'il faut. Il faut 7 à 10 jours, si tu veux, quand tu as fait un aménagement Feng Shui pour que vraiment les énergies, elles bougent, s'installent, etc. Écoute, la maman voilà, m'a rappelé au bout d'une dizaine de jours. Elle m'a dit ça a mis 7 jours exactement. Il dort comme un bébé. C'est le cas de dire. Vraiment, c'est une marmotte, quoi. Il dit, et puis nous aussi, du coup, ce qui fait qu'on se réveille presque en disant, mais tout est calme. Et elle dit ça, tu as dit, ça change la vie. Voilà, après, bon, bah, moi j'ai eu aussi mes insomnies, mais il n'y a pas que le sommeil, si tu veux. J'ai fait aussi l'expertise Feng Shui d'une entrepreneur qui est coach. Euh, Tous les ans, elle me demande la mise à jour de ses étoiles volantes, puisque tu as des étoiles volantes qui sont la carte d'identité de ta maison. Mais après, tu as aussi des étoiles qui bougent tous les ans, qui bougent même tous les mois et tous les jours, si on va par là. Mais bon. Et du coup, je mets à jour sa carte d'identité en lui indiquant cette année, voilà ce que tu dois faire, voilà où tu peux profiter des belles énergies, etc. Et en fait, elle le fait à chaque fois, parce que la première fois qu'on l'a fait, mais ça a doublé son chiffre d'affaires, tu vois. Donc pour elle, c'est une décision stratégique comme une autre, tu vois, de faire la mise à jour des étoiles volantes, tu vois. Donc, Ouais, ouais, c'est trop chouette. en fait, si tu veux, le Feng Shui, c'est holistique. Donc, ça touche tous tes domaines de vie et surtout, ça profite, quand une maison est Feng Shui, à tous ceux qui vivent dedans. C'est-à-dire que même l'ado rebelle qui ne croit pas en tes trucs, ou le mari qui dit bon, ouais, d'accord, et qui est un fan de déco, Je les connais. c'est pas grave. On n'a pas besoin d'y croire. Tu vois, quand on augmente le taux vibratoire, on augmente le taux vibratoire. Ça sert à tout le monde, tu vois. Donc, Ouais. c'est ça qui est génial. Mais oui, mais j'allais te demander justement si les enfants aussi ressentent ça, réagissent. Et oui, tu as répondu à la question. C'est ça. Puis tu vois, quand je te parlais tout à l'heure de cette fameuse fratrie où il y avait 4 gamins et 2 chambres, en fait, quand j'ai analysé, je changeais certains gamins de chambre. Et je me suis dit, oh là là, ils vont m'en vouloir, tu vois. T'imagines, un petit qui change de chambre, il n'est pas forcément d'accord, tu vois. Donc j'en parle à la maman, elle me dit, oh, on va dire que c'est Aude, on va tester le truc, etc. Et en fait, elle me dit, mais pareil, elle me dit, mais les gamins sont ravis. C'est incroyable, en fait. Et tu vois, pourtant, ça allait, je sais pas, de 4 ans à 12 ans, les enfants. Donc, oui, eux aussi, ils ont ressenti. J'ai beaucoup de mamans, quand je change les chambres ou quand je change juste le lit et le bureau dans la chambre de l'enfant, qui voient vraiment des vrais changements. L'enfant n'est pas forcément capable de le voir lui, tu vois, mais la maman, elle voit. La maman, elle Oui. voit les différences.
Mm. Et moi, c'est pareil avec mes clients. Si tu veux, je les vois toutes les semaines en coaching. Enfin, ceux qui veulent venir, ils peuvent. Je vois des fois des changements dans l'attitude, dans le rayonnement de ma cliente, tu vois. Et parfois, c'est à moi, presque, tu vois, de lui faire prendre conscience. Je dis, mais tu te rends compte là de ce que tu es en train de me dire? Tu sais ce que tu me disais il y a 2 mois, il y a 3 mois? Tu vois, un peu comme un coaching où la personne parfois ne se sent pas évoluer et c'est à toi en fait de lui dire t'imagines Oui. le chemin que tu as parcouru. Moi je ressens beaucoup ça avec mes accompagnements en fait. Ouais, c'est chouette que ton recul te permette de leur dire à quel point ils ont évolué. Et ça, c'est le enfin, un vrai accompagnement, en fait, comme on peut C'est ça, le c'est dire, ça. quoi. Et, ouais, c'est chouette. Toi et moi, on travaille toutes les deux avec la couleur, mais comment tu vois le pont entre nos deux approches? Je pense que ça se complète parfaitement, finalement. C'est hyper riche, en fait. J'ai l'impression que, en parallèle, on travaille de la même façon, mais pas avec les mêmes expertises, et c'est hyper C'est intéressant. c'est exactement ça, si tu veux. Moi, j'ai eu l'occasion, si tu veux, de discuter ou de travailler avec des décoratrices d'intérieur. Et je dirais qu'il y a deux façons de voir les choses. Euh, Soit le feng shui, pour certaines pour qui c'est vraiment pas naturel, vont le voir comme une contrainte parce qu'en fait, c'est finalement le bagua qui va t'indiquer quelle ambiance couleur tu peux créer dans cette pièce. Et t'en as d'autres qui vont voir ça comme un challenge, et je pense que tu ferais partie de ces personnes-là. C'est-à-dire, ok, donc dans cette pièce, j'ai le droit à ça, à ça, à ça, mais pas à ça. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui nourrit quoi, etc. Et en fait, toutes les décoratrices avec qui j'ai pu collaborer, si tu veux, en partant d'une feuille de route Feng Shui, elles m'ont dit que ça avait décuplé leur créativité parce que ça les oblige à changer un peu leur code aussi, tu vois, ou Mm. leur référence, parce qu'effectivement, ça amène des challenges, pas des contraintes, Ouais, mais du challenge. ouais, je vois. Et du coup, tu formes aussi des professionnels? Alors moi, j'ai créé l'Académie francophone de Feng Shui traditionnel. Donc Ok. dans ce cadre-là, si tu veux, je forme effectivement toutes les personnes qui veulent devenir expertes Feng Shui comme moi. Et effectivement, dans les profils, il y a de tout. Tu as des salariés qui se font ce cadeau parce que c'est vraiment un sujet qui les passionne. Tu as des personnes qui veulent vraiment faire le même métier que moi, que experte Feng Shui, et voilà. Et puis j'ai des architectes d'intérieur, des décoratrices d'intérieur qui veulent apporter cette dimension Feng Shui, si tu veux, utiliser leur déco ou leurs agencements vraiment pour augmenter le taux vibratoire. Elles ont compris, si Mm. tu veux, qu'effectivement, on pouvait faire joli et rajouter cette dimension énergétique supplémentaire. Oui, tout à fait. Mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu crois qu'il y a une couleur que les gens utilisent mal chez eux? Alors bon, sortons du blanc et du beige parce que ça, on l'a compris, c'est pas toujours adapté. Mais est-ce qu'il y en a une autre? Euh, alors, j'ai pas trop réfléchi, tu vois, là, comme ça, la question, mais il y a une réponse qui me vient, ce serait aussi le bleu, par exemple. Tu vois. Euh, le bleu, euh, en psychologie des couleurs, tu vois, c'est une couleur qui calme, qui apaise. Et l'eau, elle est vraiment reliée aussi aux émotions Feng Shui. Et quand tu combines tout ça, tu vois, par exemple, une chambre de petit garçon qu'on ferait en bleu, bah attention, attention. Parce que tu vois, un petit garçon très très trop timide, c'est pas le bleu qu'il lui faut. Il faudrait peut-être plutôt du jaune ou amener un petit peu plus, tu vois, d'énergie. Euh, Il y a ça que je vois. Il y a aussi le rouge, parfois, les gens qui osent le rouge, mais ils vont le mettre, par exemple, dans une cuisine. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné, Oui. toutes les cuisines étaient rouges. Mais en fait, quand tu mets une cuisine rouge, comme la cuisine, c'est lié à l'élément feu, tu vois, tu rajoutes du feu sur le feu. Donc là, on peut Hmm. effectivement être un petit peu en déséquilibre, tu vois. Ouais. Voilà. Mais globalement, si tu veux, moi j'aime quand les gens utilisent la couleur. Donc Ouais. je vais pas. Je suis plutôt très contente quand il y a de la couleur. Voilà. Après, je sais par exemple que le jaune,
c'est une des couleurs où j'ai le plus de mal. Tout ce qui est l'élémentaire, tu vois, le jaune, le orange, le ocre, j'ai encore du mal. Heureusement que le terracotta revient à la mode, parce que ça, c'est une couleur terre qui est beaucoup plus facile à placer dans nos intérieurs aujourd'hui. Tu vois, mais le jaune, par exemple, les gens encore, je crois que c'est soit on adore, soit on déteste. Oui, mais le jaune, c'est la couleur la moins aimée en fait des êtres humains. C'est ça. Ouais. Avec le violet. Mais ouais, c'est compliqué. Et ce que tu disais juste avant là à propos de ces couleurs, enfin moi c'est typiquement ça mon travail, c'est-à-dire que par exemple quand on travaille sur une chambre d'enfant, je vais demander aux parents comment est cet enfant, ce petit garçon, cette petite fille, quelle est sa personnalité, est-ce qu'il y a des traits de caractère importants à renforcer, à équilibrer et on va aller chercher les couleurs qui vont équilibrer ça, justement. Pas mettre du bleu, justement, dans la chambre d'un petit garçon ou d'une petite fille qui est un peu introverti, qui est un peu timide. Voilà, parce qu'on va renforcer ça, en fait. La couleur, elle provoque pas vraiment de problème, à mon sens, tu vois, quand elle est en grande quantité. En tout cas, elle provoque pas de problème. Mais par contre, elle va en renforcer. Et c'est là qu'il faut faire attention, du coup. Et c'est pourquoi la personnalité, ce qu'on ressent, nous en fait, nous en tant qu'êtres humains, c'est important dans tous les choix qu'on va faire dans notre maison. C'est ça. Il faut trouver l'équilibre et équilibrer, c'est justement voilà, apporter du yin quand on est trop yang, parce que ça peut être ça aussi, tu vois, la jeune trentenaire qui fait ses entraînements de crossfit tous les matins, il faudrait peut-être que sa maison, elle soit un peu plus yin qu'elle est trop yang, tu vois. Ouais. Y a cet équilibre aussi à trouver, et c'est pour ça que je pense qu'on a la même façon de travailler, très en cohérence avec ce que sont nos clients, ce qu'ils vivent, comment ils vivent, pour essayer justement d'apporter l'équilibre ou ce qui va soutenir dans les couleurs, dans les matières, dans leur ambiance, ce qui va vraiment soutenir leur vie, quoi. Ouais, complètement. Et est-ce que la lumière naturelle, elle a un rôle dans le feng shui? Ouais, disons que si tu veux, la lumière, c'est la vibrance aussi du chi. Tu vois, donc clairement, c'est sûr que partout où on peut avoir de la lumière naturelle, on va préférer. Donc, parfois, il suffit de ça. Tu vois, par exemple, il y a des gens, ils vont mettre des rideaux un peu trop épais, par exemple, dans une pièce, et finalement, en ouvrant les rideaux, on se rend compte qu'on respire, tu vois, on va retrouver une lumière naturelle. On n'est pas obligé, alors à moins qu'il y ait vraiment un vis-à-vis ou quelque chose, tu vois, qui empêche d'ouvrir les rideaux. Mais essayons, ouais, de faire rentrer la lumière naturelle le plus possible. Pour moi, c'est un petit peu comme tout à l'heure quand on disait sortons un petit peu tous les jours et mettons notre visage au soleil. Avoir de la lumière naturelle qui rentre chez soi, c'est déjà dynamiser, si tu veux, le chi. C'est déjà soigner le chi. Ok, ça marche, c'est hyper intéressant aussi. Et tellement logique à nouveau. Je trouve que c'est super logique et c'est pour ça que c'est intéressant. Enfin, pour plein d'autres choses aussi, mais vraiment, je trouve que cet aspect concret du feng shui ouvre des portes, en fait, à plein de personnes qui imaginent que c'est un peu ésotérique et spirituel. Et... Donc, super, c'est chouette. Est-ce qu'il y a une couleur que tu aimes et une que tu détestes? Non, en fait, Non. en fait, j'aime toutes les couleurs. Il y en a peut-être, si tu veux, que je vais utiliser avec peut-être plus de parcimonie, tu vois. Mais ou en fonction de la pièce, tu vois. Il y a des pièces, je sais pas, par exemple, certains verres, tu vois, qui dans des salles de bain vont pas forcément être sympas pour le teint, tu vois, ou par exemple, tu vois, des couleurs qui donnent l'appétit ou qui au contraire n'incitent pas à manger, etc. Tu vois, ça va plus être justement tout ce qui est psychologie des couleurs qui éventuellement fera en sorte que on va ne pas utiliser éventuellement une couleur dans une certaine pièce alors qu'on aurait pu par rapport au bagua. Mais non, moi j'aime toutes les couleurs et voilà, c'est tellement chouette. Ouais, complètement. Et alors, je sais pas si tu vas pouvoir répondre à cette question, mais quelle est la petite dernière décision feng shui qui t'a fait du bien?
compliqué comme question. Euh, chez moi, par exemple, ou dans ma vie, Oui, alors moi j'ai la chance de ne pas être le cordonnier le plus mal chaussé. C'est-à-dire que je te parlais tout à l'heure des étoiles volantes. Donc tu as les étoiles natales donc de ta maison. Tu as les étoiles annuelles qui changent tous les ans et il y en a qui changent tous les mois et tous les jours. Et moi en fait je me fais une acupuncture très très précise avec effectivement une gestion des étoiles qui est plus parce que je les gère justement vraiment aux petits oignons. Et franchement, quand je parle des fois, je dis à mes clientes, ça crée des miracles. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai des petites choses que j'ai fait récemment et pour tout te dire, ça me permet voilà, de partir 3 semaines aux Seychelles l'année prochaine, par ouais, exemple. Tu vois, voilà, génial. c'est des choses où tu vois, comme par hasard, ça nous est arrivé. Moi, j'aime beaucoup les voyages, donc j'utilise beaucoup le feng shui pour mes projets de voyage et notamment aussi pour le financement de ces projets. Le billet en classe business, par exemple, tu vois, pour aller en Polynésie française, bon, bah, ça, c'est des petites choses feng shui qui ont déclenché ça. Ça peut paraître complètement bizarre et incompréhensible, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est pas une baguette magique, tu vois, le feng shui, c'est comment tu utilises le chi, les énergies chez toi, pour apporter les opportunités, ou les synchronicités, tu vois, ces genres de choses. Ouais, Mais il y a toujours une part, tu as ton libre arbitre, tu vois. Il y a des choses, c'est ensuite à toi de voir ces opportunités et de te mettre en action pour en profiter. Tu vois. bien sûr. Ouais. C'est pour ça que je dis souvent que le feng shui, si tu veux, c'est un compagnon de vie dans le sens où euh, ta maison est feng shui, ça va apporter voilà, les opportunités, les synchronicités, plus de créativité, plus de focus, etc. Mais ensuite, à toi d'utiliser ça pour transformer l'essai, quelque part. Tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Bah, tu m'as convaincu, je vais prendre rendez-vous. Moi aussi, je vais aller aux Seychelles. Euh, Attends, juste pour revenir sur les étoiles volantes, ça c'est toujours du feng shui ou bien on parle un peu d'astrologie ou les deux, enfin... Non, c'est vraiment du feng shui. Alors, on parle Ok, d'étoiles parce que c'est relié apparemment à la grande ours, etc. Mais en fait, les étoiles, c'est encore une fois, c'est juste un terme un petit peu symbolique. Mais si tu veux, ça se traduit comment dans les faits? Bah, tu as dans chaque palais, donc dans chaque zone de ton bagua, il y a des chiffres de 1 à 9 et chaque chiffre est relié à un élément. Tu vois, et donc tu as des couples d'étoiles et en fonction de cette combinaison, la combinaison veut dire quelque chose, les deux éléments veulent dire quelque chose, et c'est ça qu'on vient décoder, si tu veux. Et tu as des étoiles qui gèrent plus l'aspect santé, l'aspect relationnel, et des étoiles qui justement gèrent plus le côté financier, tu vois. Et donc ça marche. c'est en gérant ça qu'on arrive à exploiter le feng shui pour des choses précises. Et les étoiles, par exemple les étoiles mensuelles, annuelles, euh, c'est pas un feng shui qui est sur la durée. C'est pour ça qu'avec le feng shui, si tu veux, tu peux faire à la fois des choses qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire pour les 20 ans à venir, Ouais, et des choses qu'on va gérer pour un feng shui beaucoup plus ciblé, beaucoup plus rapide. Tu vois, tout ne se fait pas en regardant le sens de la rivière et la forme de la montagne, tu vois, parce que ça, on est sur un feng shui qui est très très long terme dans ces cas-là. Mais on peut ouais. avoir un feng shui, tu vois, très très pointu, très ajusté, et là, c'est les étoiles volantes qui nous aident à faire ça. D'accord, ok. Et alors du coup, pour en parler un petit peu plus précisément, quel type d'accompagnement tu proposes? Alors, mon accompagnement, on va dire signature. Il est signature parce que je crois il n'existe pas ailleurs. C'est ce fameux accompagnement, si tu veux, que j'appelle ma maison haute vibration, où eh bien, je fais un rapport d'expertise complet pour tout ton habitat, donc vraiment toutes les pièces. Je regarde à la fois le paysage, donc c'est ce qu'on appelle aussi l'école de la forme. Je pose mes grilles de lecture sur ton habitat et donc je te donne un peu la feuille de route, les ambiances à créer dans chaque pièce.
et j'analyse toutes les étoiles volantes pour que tu vois comment effectivement les exploiter. Sauf que voilà, je te donne pas ton rapport en disant ciao. Pendant 12 mois, je t'accompagne, voilà, d'ailleurs, je conseille d'y aller mollo, tu vois, même si tu veux gérer toutes les pièces. Voilà, donc ça, c'est vraiment mon accompagnement, on va dire, phare. Après, j'ai certaines personnes qui viennent à moi et qui n'ont soit pas l'envie, soit pas l'investissement financier ou même en temps possible pour le faire, et donc ils veulent juste faire une pièce, par exemple. Ils ont vraiment la problématique pour telle chambre, leur bureau, la pièce de vie, tu vois. Ouais. Et dans ce cas-là, je peux faire un audit Feng Shui. Donc je pose quand même mes grilles, mais je ne peux pas, par exemple, analyser les étoiles volantes dans le cadre d'un audit. Un audit, c'est vraiment, tu veux mon avis sur la pièce en termes d'agencement, de couleur, de matière. Et du coup, ben voilà, avec un audit, ça te permet d'avoir un peu un avant-goût, même si ce n'est pas effectivement complet au sens Feng Shui purement traditionnel. Voilà. Ok. Ça, voilà. Puis après, j'ai des accompagnements comme l'accompagnement fréquence business, par exemple, qui est vraiment pour les entrepreneurs qui bossent de chez eux, où là, je vais auditer leur bureau. Et puis là, on va faire de l'astrologie chinoise, pour le coup, le thème, ce qu'on appelle le thème Bazi, le thème astral chinois. Et de ça, je vais en définir la charte graphique de l'entrepreneur. Et je fais aussi un nettoyage énergétique de lieu et donc du bureau ou de la maison si la personne travaille chez elle. Donc tu vois, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Ouais, super. Est-ce que tu travailles à distance? Je ne travaille quasiment qu'à distance. Ok. Alors déjà parce que j'ai effectivement cette capacité, sans que ça paraisse wouhou, de me connecter au lieu. Donc, tu vois, avec l'adresse, avec Google Earth, avec Google Images, avec des photos, déjà, je ressens la maison. Et puis, quand je pose mes grilles de lecture sur un plan, tu vois, ça peut être complètement à distance, j'ai toutes les clés, si tu veux, pour indiquer quoi faire ou faire. Pour te dire, ben voilà, j'ai une de mes clientes, là, elle est à Salt Lake City. J'aide un Québécois à construire sa maison, donc on travaille sur les plans. La dernière personne qui est rentrée là, ce mois-ci dans ma maison de vibration, elle habite Nouméa. Donc tu vois, moi qui adore voyager, je voyage virtuellement grâce à mon expertise que je peux complètement appliquer à distance. Ouais, ça c'est top. Ouais, bah c'est super chouette, c'est bon à savoir. Et mince, je voulais te poser une question, mais elle m'a échappé. Bon, peut-être qu'elle me reviendra. Et pour les pros qui nous écoutent, il y a aussi ta formation du coup. Il y a aussi ma formation. Il y a deux façons, on va dire, de la suivre. La version la plus efficace et celle que j'adore, évidemment, c'est la version par cohorte. C'est-à-dire que tu vois, il y a une cohorte en janvier, une cohorte en septembre. Et là, tout le monde commence en même temps. Je fais des tout petits groupes, 8 personnes maximum. Donc tu vois, et puis, c'est un mélange, si tu veux, de formation en vidéo, tout ce qui est un petit peu cours descendant, je les ai enregistrés, et de sessions en live, à distance aussi, tu vois, via des outils comme celui-là, où on va faire des cas pratiques, etc. Et je ne mets que des cas clients à moi dans la formation. Si tu veux, c'est pas des exercices théoriques, c'est vraiment toujours très très pratique pour que justement... en sortant de ma formation, les personnes elles aient le sentiment d'avoir eu plusieurs cas clients, mais des vrais cas clients, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est la première façon, c'est par cohorte, par classe. Et puis, j'ai ouvert aussi la possibilité de suivre la formation là complètement en autonomie quand on ne peut pas, tu vois, commencer en même temps que tout le monde, etc. Et là, en fait, tu peux la consommer bloc par bloc, mais en suivant quand même le parcours pédagogique, parce que, bah, évidemment, tu ne peux pas commencer à faire les étoiles sans savoir ce que c'est que les 5 éléments, quoi. Ça, c'est pas possible. Ouais, complètement. Ok, bon, bah chouette. Si tu avais un seul conseil à laisser à nos auditrices, auditeurs peut-être, aujourd'hui, ce serait lequel? Et ben, tu vois, on parlait tout à l'heure de bon sens. Avant de rentrer dans les trucs un peu plus techniques, où là, effectivement, c'est mieux d'être accompagné, je dirais que la première façon de faire du Feng Shui, c'est déjà d'être conscient de la qualité de son environnement, d'être conscient du Qi. Et ça, on n'a pas besoin d'être expert Feng Shui pour être conscient du Qi. Et en fait, ce que je dis toujours aux gens, c'est d'imaginer le Qi
comme ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Comment tu veux que le chi soit accueilli chez toi? Ça commence dès le chemin qui mène à ta porte d'entrée, tu vois, ça commence dès l'entrée. Essaye de visiter ta maison avec un regard complètement neuf et d'imaginer que tu veux accueillir quelqu'un, tu vois, et tu veux accueillir le chi. Ça te permet du coup de retrouver toutes ces sensations de bon sens, quelque part, qui vont t'aider à peut-être voir des endroits où tu te dirais ah ouais là non là faudrait que je range, là ce meuble là en fait il gêne le passage, là cette couleur, non cette pièce elle est un peu terne, je sais pas, je me sens pas bien, j'y vais jamais, pourquoi, tu vois, essayer de rien qu'avec son bon sens et un petit peu d'observation en essayant de prendre du recul, de trouver comme ça des endroits chez soi où en fait le chi il est peut-être pas sa meilleure forme. Et rien que tu vois de prendre conscience de ça, ça peut simplement aider sans rentrer dans le détail des 5 éléments, des étoiles, etc. Ouais, super. Bon, moi aussi je vais essayer. Bon, et du coup, pour celles et ceux, parce que je trouve que cet échange avec toi est hyper riche, hyper intéressant et en même temps hyper convaincant, parce que bon, on s'est déjà rencontrés, on a déjà discuté ensemble, mais j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et moi-même je suis convaincue. Donc pour celles et ceux qui auraient envie d'aller plus loin avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on fait? Alors mon, j'ai mon site internet, tu vois, je suis très vieille de la vieille, on va dire. Et moi, le site internet, voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, mon site internet, c'est fengshui-expert.fr. J'ai un compte Instagram aussi, une chaîne YouTube. Donc, Ocharo, Odala Déco, en général, on me trouve assez vite. Et voilà, et en fait, que ce soit sur mon site internet où il y a voilà, toutes mes prestations, il y a aussi un blog où il y a énormément de ressources offertes. J'ai sorti ce mois-ci mon 3e livre, donc c'est pareil, il y a des livres que vous pouvez lire, soit en version numérique, soit en version brochée. Voilà, j'essaye, si tu veux, pour moi, d'éduquer. On en avait parlé la dernière fois qu'on a discuté ensemble, c'était d'éduquer sur la couleur. Moi, j'essaye d'éduquer sur le feng shui et d'éduquer tout simplement aussi sur l'importance d'un environnement optimal pour avoir une vie optimale. Et je crois que c'est ma responsabilité, tu vois, de prêcher la bonne parole. Et donc, j'essaye de le faire par tous les moyens possibles, le blog, mes livres, la chaîne YouTube, voilà quoi. Ouais, génial. Ouais, je pense qu'on a un peu la même approche aussi à ce sujet, donc trop chouette. Merci beaucoup Aude d'avoir passé ce moment avec nous et d'avoir partagé ton expertise. Voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc merci encore. Merci à toi Cécile, moi j'ai adoré, merci infiniment. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt.